Bonjour, nous sommes le vendredi 17 octobre 2014 et je vais vous parler de la prophétie d'Orval, qui est une prophétie de type nostradamique, si on peut dire, qui semble avoir été fabriquée au début de la monarchie de Juillet, lorsque Louis-Philippe a pris la relève, si on peut dire, de Charles X, en ne respectant pas d'ailleurs la volonté de Charles X de mettre en avant son petit-fils, le comte de Chambord, dont Louis-Philippe n'aurait dû être que le régent. Et ce qui est intéressant à la prophétie d'Orval, et nous sommes au XIXe siècle, qui est aussi le siècle où très rapide, où va s'élaborer la théorie de la lutte des classes de Marx, mais aussi la théorie de l'évolution de Darwin. Et là, nous avons, dans la prophétie d'Orval, une opposition, une alternance, en quelque sorte, entre deux grands courants, celui de la fleur de lys, si on veut, de la fleur blanche, et celui des fils de Brutus. Brutus, fils adoptif, je crois, de César, et qui participa à son assassinat, d'où la fameuse formule de César, ce qui lui est attribué en tout cas, tu quoque Brutus, c'est-à-dire, toi aussi, Brutus, tu fais partie de mes assassins. C'est un traître, en fait. Et donc, celui de Brutus, il représente en fait ceux qui veulent mettre à bas la monarchie ou l'empire. Alors cette prophétie, évidemment, elle nous présente comme si elle avait annoncé des événements qui sont connus au moment de sa rédaction, très vraisemblablement, à commencer par toute la campagne, toute l'épopée napoléonienne, avec la campagne de Russie qui est décrite avec un certain réalisme. Un tiers de l'armée étant mort de froid, comme on le dit dans le livre, dans le texte. Et on ne rentrera pas dans... Mon intervention n'est pas de me polariser sur cet ouvrage, qui d'ailleurs utilise toute une phraséologie chronologique de lune, qui est censée correspondre à une période, à des périodes successives. Alors là, j'en ai parlé dans ma thèse d'état, le texte prophétique en France, je n'y reviens pas. Mais il y a une espèce de discours chronologique qui, si on le suit de près, correspond à une chronologie bien spécifique, avec des dates qui sont mises en avant. Ce n'est pas de l'astrologie, mais c'est une espèce de calendrier lunaire. Et donc, ce 19e siècle, que je disais, a une conscience aiguë des luttes et des forces en présence. Et on le voit bien, ce qui d'ailleurs aboutira aussi quelque part à la théorie nazie sur l'opposition entre les différentes races. Alors, moi, je retiendrai surtout dans cette causerie l'idée selon laquelle il y aura en effet une cyclicité faisant alterner la croyance dans des forces transcendantales et celle dans les forces immanentes, qui est d'ailleurs un peu paradoxal, parce que quand c'est transcendantal, ça descend, et quand c'est immanent, ça monte. Et je veux voir
dans mon système de cyclicité à base 7, la disjonction comme étant l'avènement des fils de Brutus, et la conjonction comme étant le retour d'une certaine forme d'élite qui s'impose par elle-même, par son propre mérite, par son propre charisme, sans avoir à passer par le verdict populaire, qui d'ailleurs s'exprime aussi par la force. Donc là, je trouve ça intéressant parce que voilà une prophétie, je ne connais pas exactement l'auteur d'ailleurs, qui se prétend avoir été découverte à la fin du XVIIIe siècle, probablement même avant la Révolution française, avant en tout cas l'avènement de Napoléon, et qui visiblement sert de propagande en faveur d'une restauration. Et a pour antagoniste ces fameux fils de Brutus. D'ailleurs, à ce propos, je rappellerai qu'en 1839, date à laquelle cette prophétie d'Orval est attestée par l'impression, il y eut une insurrection ouvrière forte, qui faillit d'ailleurs emporter le régime de la monarchie de Juillet, avec notamment un personnage comme Blanqui, dont le boulevard est proche d'ici, tout comme la rue d'ailleurs Martin Bernard, et comme la place de la Commune, dans cette autre chose, qui est également dans le 13e arrondissement. Et on peut penser éventuellement que cette insurrection de 1839 de la Société des Saisons, il y avait aussi Barbès qui était dans cette équipe, a pu être influencé par cette prophétie d'Orval. Je ne sais pas. Tout comme d'ailleurs le soulèvement de 1832, célébré par Victor Hugo dans Les Misérables, parce que c'est sur les barricades dans Les Misérables, ce sont celles de 1832. Et elle aussi s'oppose à la monarchie de Juillet. Enfin, c'est un peu la monarchie de Juillet, elle a deux ennemis. Elle a d'un côté le peuple, qui se révolte, et de l'autre, il y a donc les légitimistes, comme on dit. Ceux qui relèvent de la descendance de Charles X, et ceux qui relèvent de la descendance de Louis XVI par l'intermédiaire, par le biais de Louis XVII, alias Nondorf. J'en parle également assez largement dans ma thèse d'État de texte prophétique en France. Donc cette expression du fils de Brutus, il ne faudrait pas oublier non plus parmi ces différents acteurs Louis-Napoléon Bonaparte, qui en 1840 tente une sorte de coup d'État également, qui va sur Boulogne-sur-Mer, qui va avorter. Il croit en quelque sorte rééditer les 100 jours de son oncle, et il va être enfermé à la forteresse de Ham, avant de devenir en 1848 le premier président de la République, et le dernier d'ailleurs, de la Seconde République, ce qui va l'amener au Second Empire. Donc on a là des forces diverses qui s'entrechoquent. Mais je retiendrai cette
vision géopolitique, historique des fils de Brutus, parce que pour moi ça me parle beaucoup, surtout que ça me parle beaucoup. Parce que c'est un phénomène perpétuel, on dirait quelque chose de perpétuel. On pourrait aussi parler des fils de Spartacus. D'ailleurs, les socialistes ne sont pas privés d'employer le mot Spartacus, puisqu'il y a un mouvement spartakiste au début du XXe siècle. Il y a cette alternance, ce choc entre ceux qui se situent du côté de la transcendance et ceux qui se situent du côté de l'immanence. Et c'est un mouvement perpétuel, en fait. On peut dire quelque chose comme ça. Et entre les deux, il y a ce phénomène hybride qui s'appelle le bonapartisme, qui s'appelle aussi la monarchie de Juillet, et qui se situe dans une sorte de centre, qui n'est ni complètement dans l'immanence, ni complètement dans la transcendance, et qui est une sorte de contrefaçon, on peut dire, de la transcendance, mais aussi de l'immanence.